Bonjour. On va essayer de faire un tour donc, dans l'archéologie de la communauté d'Aglo-Seineur. Donc je suis Philippe Fajon, je suis archéologue de formation préhistorien, mais vous allez voir que je fais parfois bien loin de la préhistoire. Je suis depuis maintenant assez longtemps, bientôt 30 ans, archéologue au service régional d'archéologie, donc à la direction des affaires culturelles, maintenant de Normandie, avant qu'elle était en deux morceaux Haute et Basse Normandie, maintenant une seule Normandie réunifiée, donc un service unique qui est à la fois sur Rouen et sur Caen, sous l'autorité du préfet, donc en charge de tout ce qui tourne autour de l'archéologie sur la région normande. Voilà pour le côté, on va dire, un petit peu institutionnel de mon activité. Deuxième volet très important de mon activité, c'est que comme je suis ingénieur, j'ai une activité de recherche au sein du ministère de la Culture, puisqu'il y a des corps de recherche au ministère de la Culture, et par ce fait-là, je suis aussi membre d'un laboratoire qui est à l'extérieur effectivement de la Normandie, qui est basé en région parisienne, qui dépend de l'Université Paris 1, de l'Université de Nanterre, du CNRS et du ministère de la Culture, et qui travaille beaucoup avec l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, qu'on voit sur les terrains. Ce gros laboratoire qui s'appelle ARSCAN, c'est une unité mixte de recherche, et je co-dirige une équipe dans ce laboratoire, une équipe qui s'appelle Archéologie environnementale. Ce qui va tout de suite permettre pour moi de vous placer, de vous dire un petit peu ce qui est mon intérêt en archéologie, c'est de travailler sur la relation entre l'homme et son environnement. Et ce qui fait mon moteur, en fait, c'est de comprendre comment l'homme intervient sur son environnement, comment il le modifie. Et ce qui m'a fait aussi évoluer sur un point intéressant, c'est qu'à l'origine, j'étais néolithicien, et aujourd'hui, quand on me demande sur quelle période je travaille, je dis que je ne travaille plus sur une période. En fait, mon attachement chronologique, il est de l'apparition de l'homme dans la région à aujourd'hui. Il est pour ce qu'on appelle aujourd'hui la longue durée. Pour plagier ce que disait Fernand Braudel, c'est la longue durée qui me motive. Le temps T et le temps T+1 ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment on est passé de l'un à l'autre. Et c'est comment donc l'évolution, ce qu'on appelle les processus d'évolution, y compris donc l'évolution paysagère, par exemple, qui est l'un de mes thèmes de recherche particuliers, comment le paysage évolue dans la longue durée. Ça, c'est l'une des composantes majeures de mon activité. Et ce qui m'a amené à une troisième composante de mon activité, donc on a parlé de la DRAC, le côté universitaire en relation avec les universités et le monde de la recherche, et la troisième composante de mon activité, c'est d'être aussi dans l'activité territoriale, en travaillant avec la Fédération des parcs naturels, et en étant, actuellement c'est temporaire, ça peut évoluer, mais président du conseil scientifique du parc naturel des Boucles de la Seine normande, donc un territoire à cheval sur les deux départements, Seine-Maritime et Eure, et en ayant un petit peu un regard sur tout ce qui est activité scientifique au sein de ce territoire, et aussi sur par exemple les façons dont le territoire est aménagé, en respectant l'historicité des lieux, la continuité paysagère, etc. Voilà. Toute cette lecture scientifique qui peut être apportée à la façon d'aménager le territoire pour éviter de faire trop de bêtises, et dans le respect aussi des fonctionnalités écologiques, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc je suis à la fois archéologue, et avec le temps, je suis devenu très, très concerné par les problèmes de paysage et d'environnement, puisque j'ai eu la chance d'enseigner par ailleurs pendant 10 ans à l'École nationale du paysage à Versailles. Voilà une présentation le plus complet possible et concis de ce qui m'amène aujourd'hui à avoir une position assez ouverte sur ce qu'on peut faire en archéologie de l'environnement, qui est le domaine de recherche qui m'importe. Et alors, cette archéologie de l'environnement, je la pratique dans le département de l'Eure maintenant essentiellement, puisque c'est ce département dont on m'a confié la gestion administrative et scientifique au sein de la direction des affaires culturelles de Normandie. Petit rappel sur l'archéologie préventive, aujourd'hui, tout aménagement du territoire qui va avoir un impact sur le sol ou sous-sol est susceptible de faire l'objet de ce qu'on appelle une prescription d'archéologie préventive. C'est-à-dire que le projet est soumis au préfet, direction régionale des affaires culturelles, et à l'intérieur de la direction des affaires culturelles, service régional d'archéologie. Donc pour le département de l'Eure, ça se réduit un peu à mon bureau. Et ces dossiers-là, je les vois passer, ils s'entassent pour que j'émette des avis, et éventuellement, donc prescrire, au nom du préfet, une opération de diagnostic archéologique,
C'est-à-dire qu'on envoie des petits bonhommes archéologues sur le terrain pour aller ouvrir le sol, vraiment, hein, avec une pelle mécanique, avec des outils, pour aller voir s'il y a des vestiges archéologiques à observer. Et ce diagnostic archéologique n'est qu'une identification des vestiges, c'est pas une fouille. C'est juste, on va voir pour savoir s'il y a quelque chose. Et ensuite, si les vestiges mis à jour sont importants, là, effectivement, on peut être amené à les fouiller intégralement, ou bien à modifier le projet d'aménagement pour protéger les vestiges, ou bien supprimer le projet d'aménagement, faire autre chose, ou bien à faire la fouille. Ce qui pose des problèmes financiers, bien sûr. Mais voilà, les choses sont très cadrées par le Code du patrimoine, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que sur le territoire de la Case, où globalement ça se passe bien, on a une vraie connaissance du patrimoine archéologique, perturbé, détruit malheureusement, mais on a une vraie connaissance et la collecte d'informations se fait de façon scientifique et réfléchie. Sur le territoire du département de l'Eure, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière, il a dû y avoir une 60aine de prescriptions de diagnostic d'exécutés ou de prévus, de diagnostic, je dis. Des fouilles, il y en a, des opérations un peu plus longues, coûteuses, lourdes, effectivement, c'est, on va dire, 4 à 5 par an. C'est quand même beaucoup plus rare, mais il y en a tous les ans quand même. Hein. Il y en a, cette année, il y en a de programmés, enfin il y en a déjà 3 de programmés sur l'année 2019. Alors, pour aller dans le territoire de la communauté d'agglo Seine-Eure, c'est vrai que la Case est une des plus, on va dire, un des territoires les plus actifs pour moi, qui me prend le plus de temps de travail, certes, mais qui est aussi le plus dynamique en opérations archéologiques qui se réalisent et en aménagement, puisque d'abord il y a une ancienneté de la relation entre les services de l'État d'archéologie et la communauté de communes qui existait à l'origine. C'est que les fouilles archéologiques qui ont été menées dans les carrières, dans la boucle du Vaudreuil, sont anciennes. Elles font partie des premières fouilles archéologiques, on va dire, scientifiques, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui ont été menées dans la région à l'époque Haute-Normandie. Et c'est vrai que la relation a très vite été créée avec les élus, les institutions, les gestionnaires du territoire, de l'environnement, de l'aménagement, etc., qui existaient sur les secteurs du Vaudreuil, de Val-de-Reuil, de Louviers. Voilà, c'est des communes sur lesquelles les archéologues sont pas des inconnus, et on connaît ce territoire-là. Donc c'était un peu normal que ce soit ce territoire-là qui voit se développer très fortement l'archéologie préventive dès qu'elle a été cadrée par la réglementation. La réglementation sur l'archéologie préventive, elle se met en place en 2001, avec des développements, des aménagements sur 2004. Mais voilà, à partir de 2001, on peut dire que dans l'Eure, c'est à la Case que les plus grosses opérations d'archéologie préventive se sont très vite mises en place, et non pas à Évreux comme on pourrait le penser. Hein. Voilà, c'est un petit peu l'originalité de ce territoire pour nous. Deuxième point important à voir par rapport à la communauté d'agglo Seine-Eure, c'est le travail relationnel entre les institutions. Il y a depuis l'origine, enfin depuis que j'ai repris la gestion du territoire en question, essentiellement depuis le milieu de l'année 2011, il y a une relation suivie qui a été faite avec les services instructeurs, par exemple, pour les permis de construire, pour l'urbanisme, avec les communes, une construction d'une relation humaine aussi, entre individus, qui fait que chacun sait ce que fait l'autre dans son travail et sait quel type de questions on peut lui poser et avoir une réponse. En particulier, c'est très important, par exemple, parce que la réglementation, le code du patrimoine, c'est compliqué, de mon côté, j'entends, puisque j'en ai l'application à effectuer. De l'autre côté, du côté de l'aménagement du territoire, des élus, des communes, le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, c'est des choses très compliquées, qu'il faut savoir croiser avec le code du patrimoine. Donc si on ne se parle pas, si on ne fait que par courrier électronique ou à distance, etc., c'est quand même pas pareil. Et moi j'apprécie beaucoup avec la Case, justement, d'être en relation avec les instructeurs de permis, avec les gestionnaires de projets. On arrive à travailler très en amont, par exemple, sur des projets d'aménagement. Je pense à la halte fluviale qui est en projet actuellement sur Pont de l'Arche, enfin sur des choses comme ça. On a des aménagements où on travaille très en amont pour savoir s'il y aura un impact archéologique, et
on se tient au courant de l'évolution des dossiers pour ne pas rater une étape, pour que tout se passe bien. Ça, c'est un côté aussi important qui fonctionne très bien avec la case, qu'on essaye aussi de mettre en place avec les autres Comcom, hein, bien sûr, mais par exemple, c'est la case qui a fait la première expérimentation d'une journée terrain. Les instructeurs de permis de construire, de procédure d'urbanisme et les gestionnaires du foncier de la case ont passé une journée avec moi, d'abord en bureau pour évoquer les procédures, les problèmes de procédure d'archéologie préventive, donc tout ce qui est lié à des travaux, hein. Et puis ils sont allés sur le terrain, voir ce que c'était qu'un diagnostic archéologique, voir ce que c'était qu'une fouille archéologique. On y est allé à Heudebouville pendant les fouilles qui étaient en cours sur la réalisation d'Ecoparc 3, et ça a permis aux instructeurs des permis de construire de voir ce que c'était réellement sur le terrain que de faire aujourd'hui de l'archéologie liée à l'aménagement du territoire. Et puis ça leur a permis aussi de m'expliquer leurs problèmes, comment eux avaient des difficultés de gestion de tel ou tel dossier. Et ça, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'en parler, à mon sens. On a expérimenté cette relation avec la case, qu'on essaye aujourd'hui d'étendre à d'autres territoires du département de l'Eure, puisque maintenant toute la gestion territoriale se fait de plus en plus par communauté de communes, ces intercos qui sont aujourd'hui les porteurs souvent de tous les aménagements. Il y a des anecdotes qu'on peut mentionner effectivement par rapport au territoire même de la case, qui sont intéressantes. On est en train de finaliser, entre guillemets, les études sur un secteur qui s'appelle le Carré Saint-Cyr, au Vaudreuil. L'ancienne église Saint-Cyr du Vaudreuil, qui est désaffectée, dont il faut bien faire quelque chose, c'est un édifice remarquable, hein. Le cimetière qui est à côté, quelques bâtiments, et sur laquelle et la communauté d'agglo et la commune elle-même veut faire des choses. Et bien là, on a un vrai travail collaboratif, et ça c'est vraiment plaisant, où tous les sujets sont évoqués. Activité d'art dans la chapelle, mais en dessous c'est un cimetière, comme on a communément dans les églises médiévales, donc on a fait des sondages pour voir où étaient les tombes, et il y en a dedans, à quelle profondeur, donc on va modifier le projet, et c'est un bon souvenir ça, où on construit le projet, là on a vraiment l'impression d'être utile sur un projet actuel. Dans 20 ou 30 ans, quand les touristes iront voir une présentation d'art contemporain dans l'église Saint-Cyr du Vaudreuil, qui sera devenue une salle de présentation, peut-être avec des présentations aussi actives, des participations, ça aura été fait non seulement en tenant compte des données archéologiques, mais en échangeant avec les archéologues et avec les aménageurs et avec les porteurs de projets de la case. Ça, c'est un super beau projet. On a aussi de l'anecdote qui est moins drôle, c'est les conditions dans lesquelles on travaille. On a fait sur Heudebouville 3, avec Vincent Dartois, mon collègue de la mission archéologique de l'Eure, qui a fait la fouille d'un grand enclos gaulois dans lequel on n'a pas encore les résultats complets de la fouille, mais dans lequel il y a eu des activités, peut-être un peu de métallurgie, etc., enfin quelque chose de très très intéressant. On a expérimenté pour la première fois une technique de relevé photogrammétrique au drone, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de la topographie très fine maintenant, en utilisant des photos, en travaillant en 3D avec de la photogrammétrie, c'est-à-dire on utilise plusieurs photos qui vont se recouper, ce qui permettent de faire de la microtopographie du sol à quelques centimètres, hein. On a des visions extrêmement précises. On était dans un terrain, et c'est là que pour moi le côté anecdote, où la lisibilité du sol était telle qu'on ne comprenait rien à l'œil, comme ça, vision. Et c'est beaucoup plus facile quand on est à 30 mètres du sol, où on voit beaucoup mieux les données apparaître. Et c'était vraiment une fouille, là, faut rendre vraiment à César ce qui est à César. Les archéologues, les collègues de la mission archéologique de l'Eure qui ont travaillé là-dedans, ils ont fouillé dans du caillou, quoi. Donc je souhaite à personne le supplice d'être dans de mauvaises conditions, avec un peu de neige, tout ça, enfin voilà, d'être obligé de gratter dans des argiles à silex qui sont vraiment très très désagréables. Alors là, quand je venais faire ma visite de chantier, puisque moi mon rôle il est le contrôle scientifique de ces activités, j'évitais les plaisanteries déplacées, parce que je savais que sur le chantier ils rigolaient pas du tout. Là on développe des nouvelles techniques de relevé en particulier. Bon, ça fait longtemps qu'on utilise de la photogrammétrie,
donc ces systèmes de relevé en volume avec la photo. On utilise par exemple la photogrammétrie pour faire du relevé d'architecture, beaucoup, où on va utiliser une forme de version panoramique, puis il y a des très beaux logiciels qui remettent tout ça en forme et qui nous font un beau objet tridimensionnel qu'on peut promener, balader, tout c'est absolument génial. Mais maintenant, il suffit qu'on insère dedans une petite mire, 2-3 éléments de référence, et puis on a des systèmes GPS qui sont très précis. On référence le document, et c'est d'ailleurs ce qui a été utilisé aussi sur Alizet. Les vestiges sont positionnés en 3 dimensions sur une carte IGN. Vous irez sur Géoportail et vous irez zoomer sur un endroit où vous savez qu'il y a des vestiges archéologiques et vous verrez le vestige archéologique en 3D. C'est complètement réalisable aujourd'hui. C'est des outils. On est en train d'essayer de mettre ça en place sur Évreux. Mais on pourrait très bien le faire dans d'autres endroits. Ça demande des quantités de mémoire très très importantes, et puis ça a quand même un coût de réalisation non négligeable. Mais oui, les outils deviennent... Ça a quelque chose de magique, ça. Puisque moi, j'ai commencé l'archéologie, ça aussi, ça peut faire sourire. J'ai commencé l'archéologie avec ce qu'on appelle un kutch, une règle graduée avec des différentes échelles, et des rotrings. Plus personne n'a de rotring aujourd'hui. Dans notre métier, on ne sait même plus dessiner avec un rotring. Et comme je suis néolithicien, les silex taillés, on les dessinait à la plume. Donc aujourd'hui, il y en a encore qui continuent à dessiner un petit peu à la plume les silex taillés, parce qu'il y a un aspect des pleins et des déliés qui sont absolument extraordinaires. Mais ça marche très bien l'informatique aussi. Et puis pour faire le contour, on scanne l'objet, et voilà. Maintenant, le scan 3D, voilà. Bon, les techniques ont évolué, il faut reconnaître, il faut vivre avec son temps. Par rapport aux différents territoires, la case est composée d'un territoire géographique, j'entends, assez composite. La vallée de la Seine en est certes un marqueur très très important. Il y a un secteur de plateau, on va dire sur le côté ouest de la communauté de communes, sur lequel on intervient assez peu. D'abord parce qu'il y a peu d'aménagement. Donc l'archéologie préventive y est rare. C'est souvent lié à des pratiques agricoles, du genre construction de hangars, des choses comme ça, donc des surfaces réduites. On intervient quand même, il y a quand même eu des opérations, mais très très peu. Donc c'est la vallée de la Seine, c'est la boucle du Vaudreuil, et puis la vallée de l'Eure, qui est un marqueur aussi d'organisation du territoire. Mais il y a un deuxième petit bout de plateau très très important pour nous, qui est l'extrémité du plateau de Madry, avec cet interfluve entre Eure et Seine, qui est quand même très organisé, très occupé pendant différentes périodes de notre histoire, et sur lequel on a acquis beaucoup d'informations dans les 10 dernières années, alors qu'avant il n'y avait rien. Pour nous, c'était un vide archéologique. Il a fallu attendre globalement le début des années 2000, la fin des années 90 et le début des années 2000, pour voir apparaître une occupation archéologique qui était bien présente, une occupation humaine qui était bien présente sur le plateau de Madry. Il y a une chose qui est étonnante, il y a une grande différence entre Aubevoie, la boucle d'Aubevoie-Gaillon, enfin la plaine de Gaillon, et puis la boucle du Vaudreuil, par rapport aux techniques archéologiques. Dans la boucle du Vaudreuil, on a du matériau qui est de la grave, essentiellement, et puis des limons. Les limons sont acides, qu'on soit en plaine ou en plateau, ils sont acides, donc on a une conservation des os, par exemple, qui est très mauvaise. Alors, quand c'est dans la grave, ça va, on a la faune, les vestiges de faune sont présents, mais sinon on n'en a pas. Et sur les plateaux, il n'y en a pas. Et à Gaillon, on a la chance d'avoir des limons, donc qui conservent très bien la lecture du sol, c'est mieux que de la grave, c'est plus facile à fouiller, et qui en plus sont des limons carbonatés, c'est-à-dire qu'ils conservent la matière carbonée, ils conservent les os. Et donc on a par exemple pu fouiller une petite occupation très ancienne, néolithique, à Aubevoie, où les os étaient conservés. Ce qui est assez rare, il faut être enfant de vallée, et en plus dans ce contexte-là, pour que ça soit si bien conservé. Donc voilà, c'est une petite spécificité du caractère de la zone d'Aubevoie-Gaillon. On vient de terminer de fouiller, enfin on est en train de terminer de fouiller, même on peut dire à ce jour, sur les carrières de Gaillon, la fouille d'un large niveau d'occupation du néolithique final, néolithique moyen, peut-être néolithique final, avec des petits ateliers de débitage de silex, des petits foyers qui correspondent à de l'habitat, sur entre 7 et 8 hectares. On a fouillé deux grandes portions là, où on voit même que les niveaux de sol sont globalement conservés dans le niveau de sol, à l'intérieur du sol actuel, sous 30 cm.
Donc, on en parlait avec Caroline Rich, qui est la responsable de la fouille pour l'INRAP. En 2 campagnes de fouille, plus de 10 000 pièces lithiques de silex taillé, correspondant à des vestiges de l'activité des néolithiques sur le coin. On a une opération de diagnostic qui va être réalisée très prochainement sur l'extension des carrières à Marteau, justement, à l'extrémité du territoire. Alors ça fait très longtemps qu'on intervient sur les carrières, sur les sexteurs de Criquebeuf, Marteau et ces grandes carrières de graves, de sable graveleux, et malheureusement, exemptes de vestiges archéologiques, ou quasiment. Quelques traces d'occupation à l'âge du bronze, quelques traces très très ténues d'occupation à l'Antiquité, mais même pas de parcellisation, même pas des systèmes de fossés. Non, c'est une petite fosse dans laquelle on va trouver 3 fragments de tuiles, ce qu'on appelle des ténulés, et un peu de céramique qui a été abandonné là, mais voilà, pas d'occupation. Alors, il y a peut-être des explications simples à ça. Encore une relation simple à la géographie, à la géologie, à la nature du milieu. Aujourd'hui, on est sur des secteurs qui sont boisés, sur des sols qui sont peu propices à l'agriculture, secteur caillouteux, affleurement d'argile à silex abondant. Et je pense que l'occupation humaine n'a pas eu besoin de s'installer là. C'est peut-être dommage pour la connaissance de ces territoires, mais aujourd'hui c'est une connaissance par la négative, ce qui n'est pas inutile, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Ces territoires-là ne sont pas très propices à l'occupation humaine. Pour la partie qu'on a observée, c'est-à-dire essentiellement le sud des communes. Effectivement, là où il y a actuellement les villages, c'est une autre histoire. L'occupation dans la vallée, proprement dit, est peut-être beaucoup plus ancienne. Là, on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'y travailler. Alors, sur les axes de voirie, plusieurs questions se posent. Sans doute pas d'axe de communication direct, par exemple, entre Pitre et Orival, et plutôt justement un passage par le sud ou par le nord. Parce que traverser la Seine, ça se fait pas comme ça, et que les gués n'étaient pas si... même si on dit qu'on pouvait traverser en période basse, on pouvait traverser la Seine à cheval, c'était sûrement possible dans la boucle du Vaudreuil. Je ne suis pas sûr que ça ait été possible à l'exutoire de la boucle du Vaudreuil au niveau d'Igoville et de Criquebeuf-Marteau. Ça me paraît beaucoup plus difficile. Donc un passage par le sud, effectivement, de la Seine, une traversée du côté de Pont de l'Arche et un passage au sud est très vraisemblable. On a un axe qui est connu d'une voie antique qui est importante entre Louviers et Elbeuf, ce qu'on appelle la Grande Vallée, qui passe à l'ouest de la forêt de Bord, où là, clairement, on a d'ailleurs des implantations gallo-romaines le long, enfin, la voie est bien documentée, qui arrive à Saint-Pierre-les-Elbeuf et qui redescend sur Elbeuf. Mais le réseau viaire ancien, je vais dire au sens large, l'Antiquité du Moyen-Âge, est encore pas très bien documenté. Le barrage de Pose, il marque une chose... c'est l'occasion pour moi de voir un point auquel je tiens beaucoup. Cet intérêt... celui de l'archéologie environnementale et de la compréhension de l'environnement. Aujourd'hui, on voit la marée qui remonte jusqu'à Pose, de façon plus ou moins importante suivant les saisons. Eh bien, il faut penser à faire abstraction du barrage de Pose quand on est archéologue. Imaginons que la marée remontait jusqu'à Vernon. Et donc, tout le système de la case était soumis à marée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît étrange, effectivement. Mais tout le territoire de la case était soumis à la marée. La marée remontait, ou devait remonter, dans l'Eure. Alors, je ne sais pas quelle était la puissance de la marée, par exemple, à la période gauloise ou à la période gallo-romaine, mais elle existait de toute façon. Et le niveau de la mer était peut-être un tout petit peu plus bas à la période de l'âge du bronze ou de l'âge du fer, peut-être un tout petit peu plus haut à la fin de l'Antiquité, mais sensiblement le même qu'aujourd'hui. Donc, et on le sait d'ailleurs, de part et d'autre du barrage de Pose, sur la terre ferme, par les sondages archéologiques, où on voit les niveaux de sol anciens, où on voit les continuités géologiques qui montrent les remblaiements, les débordements, qui sont à la même altitude, en aval et en amont, alors qu'aujourd'hui, le lit du fleuve est à des hauteurs différentes. Donc voilà, l'intérêt du barrage de Pose, pour nous, c'est qu'il faut en faire abstraction. Si on prend le secteur vallée de Seine, vallée de l'Eure, qui est quand même le plus marquant pour le territoire, il faut noter un fait géographique essentiel, c'est la confluence des 3 rivières,
Landelle au nord, la Seine au milieu, l'Eure au sud. Alors on peut essayer d'imaginer la vallée de l'Eure globalement vers moins 4000 avant notre ère, qui est dans ce secteur-là, ce qu'on appelle la boucle du Vaudreuil, une vaste plaine inondable, avec une série d'îles au milieu, là où aujourd'hui on voit des carrières, où il y a eu des carrières, mais qui était une série d'îles, avec l'Eure divagant dans la partie ouest, la Seine divagant dans la partie est, et Landelle divagant dans la partie nord. Et là-dedans, dans cette vaste plaine, eh bien, des gens qui arrivent à la fin du Mésolithique, ce qu'on appelle le Mésolithique, c'est la toute fin de la préhistoire, ils sont encore chasseurs-cueilleurs, l'homme commence à chasser à l'arc, la forêt se développe, la forêt en zone humide se développe, ce qu'on appelle des boulets, des zones de milieux humides boisés, et ils vont exploiter ces terrains-là pour faire peut-être une forme de proto-agriculture, mais commencer à aménager, à occuper le territoire, et puis au néolithique, vers moins 3005, moins 4000, ils vont s'installer, et c'est les premiers occupants de la région qui s'installent, alors tout d'abord dans la boucle de Gaillon, sur Aubevoie, un tout petit peu en amont, et puis ensuite dans la boucle du Vaudreuil, où il va y avoir plusieurs villages, qui sont connus, donc, qui ont été fouillés les premiers dans les années 80, sur la boucle du Vaudreuil, sur Pose en particulier, sur Pose, sur Léry, sur Portejoie, où on a des occupations néolithiques importantes qui ont été fouillées avec les creusements successifs des carrières. Alors ça a commencé avant l'archéologie préventive, et on continue dans le cadre de l'archéologie préventive. Par exemple, on va avoir à fouiller, je pense dans quelques mois, une grosse occupation néolithique sur plusieurs hectares au niveau de Portejoie, dans le cadre de l'extension des carrières Lafarge. Deuxième chose importante dans la boucle du Vaudreuil après le néolithique, c'est que le secteur va peu à peu s'assécher, les terres sont riches, sont des bonnes terres agricoles, faciles à cultiver puisque sablonneuses et ça se laboure sans labour, enfin il suffit de passer une herse et le terrain est praticable. Donc une agriculture qui va se développer très facilement dans ce secteur-là, bien sûr au néolithique, mais aussi après, je prends la chronologie, à l'âge du bronze et à l'âge du fer, jusqu'à l'Antiquité classique où on va avoir des gros établissements agricoles qui vont apparaître comme la fouille qui a eu lieu sur les carrières Cemex à Val-de-Reuil il y a 4 ans, d'une énorme occupation, on peut dire monumentale, une grande ferme, une villa avec des installations, une petite installation, un petit terme privé, enfin voilà, des aménagements qui lient un petit bras mort de l'Eure, enfin un bras aujourd'hui qui n'existe plus de l'Eure, qui a été aménagé en bief, donc une vraie utilisation du territoire humide, et puis aussi des pratiques agricoles sur un grand territoire tout autour. Donc la boucle du Vaudreuil, du néolithique à l'Antiquité, c'est un territoire agricole riche, et dont l'aménagement tient compte de cette particularité d'être dans un fond de vallée, avec une rivière et sa ripisylve, c'est-à-dire les boisements qui sont le long de la rivière, et puis aussi des circulations qui ne sont pas faciles, donc un aménagement qui doit être forcément raisonné et aménagé, et on voit des systèmes parcellaires apparaître à l'âge du fer qui tiennent compte des natures du sol. Alors je parle de la boucle du Vaudreuil, de la commune de Val-de-Reuil, mais en fait il faudrait élargir à un secteur qui concerne toute cette confluence dont je parlais au début, qui va depuis Louviers en fait jusqu'à Alizé-Igoville au nord, où tout ça c'est un seul et même monde, entre guillemets, ce contexte de confluence. On a eu une très grande chance pour les archéologues, c'est le développement de ces carrières, en particulier très récemment, donc le groupe Lafarge, Holcim et Cemex ont développé toute une série de carrières en limite d'Alizé-Igoville, qui ont fait l'objet on peut dire, de la plus grosse opération d'archéologie qu'il y ait jamais eu dans la région, puisqu'elle portait sur plus de 40 hectares d'un sol tenant, et qu'on a fouillé intégralement, alors là je peux dire horizontalement et verticalement, 14 hectares, même un peu plus, sur plus de 2 mètres d'épaisseur, intégralement mais très mécaniquement aussi, bien sûr, puisque là les moyens étaient tout à fait adaptés, et c'est une opération très originale, où on avait des occupations essentiellement préhistoriques. Je parlais tout à l'heure du Mésolithique,
on va dire vers moins 6, moins 7000, peut-être même un petit peu avant, des occupations de plusieurs phases du néolithique entre moins 3005 et 2000, et puis des occupations de la fin de l'âge du bronze et de l'âge du fer, un petit peu postérieur. Tout ça stratifié dans les limondes débordements de la Seine, donc avec des niveaux qu'il a fallu décaper et étudier, et chaque niveau a fait l'objet de relevés systématiques en 3 dimensions, ce qui a permis d'avoir une visualisation des vestiges et de comprendre les fréquentations de la zone humide, de ce milieu humide, puisque c'était le bord de Seine, par les gens du néolithique. Alors, un avantage, une conséquence de ces études, la façon dont on a mené les études, c'est la restitution en 3 dimensions qu'on peut avoir, c'est-à-dire ce qu'on va appeler aujourd'hui la paléotopographie, c'est-à-dire être capable de restituer les formes anciennes de la topographie, là où il y avait des creux, là où l'eau venait, les anciens bras de la Seine par exemple, et les anciens bras de l'Andelle, puisqu'on était dans la zone de confluence, et de voir où les pratiques, par exemple de pêche, de chasse, se faisaient en berge, où les installations permanentes ou temporaires se faisaient, où l'homme néolithique venait tailler le silex parce qu'il avait besoin d'une faucille pour collecter des végétaux sauvages, pour prendre les roseaux et les mettre sur ses couvertures de maison, etc. Voilà. Toute cette chaîne de la vie humaine, maintenant, on est capable de la restituer par cette fouille d'Alizay, qui est une des plus grosses opérations que moi j'ai eu l'occasion d'encadrer scientifiquement au niveau de l'archéologie, et qui était particulièrement complexe à mettre en œuvre, puisque là on est sur des très très gros volumes. La campagne, on a déjà eu donc 2 grosses campagnes de fouilles qui ont eu lieu sur Alizay. On a une 3e campagne de fouilles qui est prévue, qui devrait se dérouler, je pense, en 2020-2021. Les premières campagnes de fouilles ont eu lieu entre 2013, on va dire 2012, ça a commencé déjà, et le terrain s'est achevé en 2016. Là, on est en période de traitement des données, de réalisation des rapports de fouilles, de préparation des publications, puisque c'est un acte scientifique, donc il faut une restitution à la communauté scientifique et au grand public des données, c'est essentiel, et on est dans cette phase-là qui prend, pour des fouilles comme ça, au moins 2 ans après la fin du terrain, c'est ce qui est prévu par le cadre légal. La loi prévoit 2 ans après la fin d'une fouille pour rendre le rapport. Là, on va être sur des durées, je pense, plus longues, parce que la complexité des données est telle qu'il ne faut pas attendre des données comme ça tout de suite. Voilà, Alizay, c'est une sacrée aventure. Un souvenir personnel de complexité d'organisation, puisque là, donc, il faut que j'évoque la collaboration qui a été faite avec mes collègues de l'Institut national des recherches archéologiques préventives, qui ont mené le terrain, Cyril Marcigny et Sylvain Mazet, qui ont piloté la fouille avec Bruno Aubry pendant plusieurs années, et sous ma tutelle avertie, éclairée et j'espère amicale, mais parfois, un peu, c'est des milieux où il faut échanger, discuter, parfois se confronter, et un souvenir d'une collaboration et d'innovation permanente. C'est la première fois de ma vie que je voyais intervenir pour un chantier archéologique sur un seul site, autant de matériel mécanique par exemple, 7 pelles mécaniques en même temps, des tombereaux qui tournent, enfin voilà, on est dans du terrassement en même temps, mais du terrassement qui permet de faire sortir du sol des pièces en silex qui font quelques centimètres. Ouais, ça c'est un souvenir que il doit même y avoir des photos sur le site de l'INRAP. On va avancer dans le temps et puis on va changer de commune. On a parlé d'Alizay-Goville. On va retourner sur Val-de-Reuil, on va réévoquer encore Val-de-Reuil, mais pas que Val-de-Reuil. En fait, Val-de-Reuil-Louviers, il y a une situation très particulière, Val-de-Reuil, le Vaudreuil, Louviers, il y a une situation très particulière et intéressante qui est le pied de versant de la forêt de bord et en face la plaine alluviale, donc de la boucle. C'est ce pied de versant qu'ont choisi les Gaulois pour s'implanter. On me demande, les Gaulois sont dans la plaine, ils sont au bord de la plaine. Là c'est clair que dans la boucle du Vaudreuil, on a toute une succession d'enclos. Alors ça se matérialise par des tranchées qui ont été creusées à la période gauloise, puis qui sont remblayées avec la terre de surface. Donc on voit apparaître, quand on retire la terre végétale aujourd'hui, on voit apparaître un sédiment plus travaillé, plus aéré et souvent plus sombre, dans un limon plus jaune. Et on voit des enclos quadrangulaires qui vont faire
60, 80 mètres de côté, avec une organisation bien particulière. C'est un creusement de fossé qui va avoir extrait des sédiments pour faire une levée de terre qui va matérialiser l'enclos dans lequel se place la ferme et ses bâtiments, et avec toujours un côté plus monumental, du côté Seine, du côté Eure, en fait, donc côté Est, du côté visible depuis la plaine. Avec même l'exemple sur un des enclos à Louviers, où on a une partie qui est montée en cailloux, où ils ont choisi vraiment sans doute de parementer avec des pierres la façade tournée vers l'est de la ferme pour qu'elle soit très visible, donc une sorte de côté très démonstratif du lieu. Et alors on en connaît plusieurs donc, qui sont sur cette espèce de ligue nord-sud qui correspond à la rive gauche de l'Eure, et qui s'organisent les uns après les autres. Là, il y a toute une série d'opérations qui ont été réalisées sur la commune de Val-de-Reuil dans le cadre d'un gros projet d'aménagement qui s'appelle la Voie de Lorée, avec des fouilles qui ont été conduites par... des opérations de diagnostic et de fouilles pour partie qui ont été conduites par Claire Berion de l'INRAP, et aussi avec des petits espaces qui sont des espaces funéraires qui correspondent aux petits cimetières qui vont avec les fermes, cette occupation agricole donc du territoire, une espèce de succession de petites fermes avec de temps en temps les tombes qui sont regroupées, qui sont parfois des tombes assez riches en mobilier, en matériel céramique qui est mis en offrande avec le mort, et puis des systèmes parcellaires qui relient tout ça. On peut voir un espace de la boucle du Vaudreuil et de la vallée de l'Eure qui est extrêmement organisé, avec des fossés, des chemins, comme une plaine agricole, on pourrait dire, du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, où il n'y a pas d'espace vide. La forêt dans laquelle les Gaulois laissaient se promener les cochons, c'est clairement pas vrai dans la vallée de l'Eure. C'est peut-être vrai sur le plateau de la forêt de Bord, c'est pas vrai dans la vallée de l'Eure. Ça, c'est certain. Et puis, chose étonnante, cette organisation avec des enclos, elle existe aussi sur les plateaux. Alors, on ne l'a pas encore vraiment mis en évidence sur la partie qui se tourne vers le Roumois, donc sur le plateau de Bord, mais c'est clairement ce qu'on met en évidence à Hautebouville et sur le plateau de Madry, où, peut-être de façon un peu plus diffuse que dans la vallée, mais l'occupation gauloise se matérialise, comme on a pu le mettre en évidence d'ailleurs dans d'autres secteurs du département de l'Eure ou dans le Pays de Caux en Seine-Maritime, avec des successions d'enclos, plus ou moins quadrangulaires, souvent dans des dimensions assez, qui se répètent, 60, 80, 100 mètres de côté, rarement plus. Et puis, des systèmes parcellaires qui se connectent sur ces enclos, et à l'intérieur des enclos, 1, 2, 3 bâtiments d'habitation, des granges, des greniers, des systèmes à 4 ou à 6 poteaux, ou 9 poteaux qui décident des greniers surélevés pour protéger les récoltes des rongeurs. Une organisation assez répétitive dans le territoire, mais assez bien documenté maintenant, entre autres dans la boucle du Vaudreuil. On est obligé de voir comment ça se passe aussi par rapport à la connexion. On a tendance à séparer période gauloise, période gallo-romaine. Il y a très longtemps, au moins en Normandie, mais une grande partie du territoire français, on a arrêté de parler de la conquête des Gaules est une rupture, est en fait une continuité. Le monde gaulois et le monde gallo-romain ne sont pas si différents que ça, du moins entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Les changements seront peut-être plus importants à la fin du 1er siècle de notre ère, avec ce qu'on appelle la période des Flaviens, où là il y a une richesse du territoire qui se développe, mais en fait on va dire qu'entre 150 avant notre ère et 50 de notre ère, pendant 2 siècles, on va assister à l'intégration de l'agriculture gallo-romaine, du monde producteur, vraiment, dans le monde de l'économie romaine, avec des systèmes d'échange qui se développent. Mais dès le 2e siècle avant notre ère, les agriculteurs gaulois sont déjà en relation avec le monde romain. Les relations, par exemple, vendre des produits agricoles ou des tanneries, des choses comme ça, pour obtenir du vin. Et on retrouve dans le département de l'Eure, beaucoup plus qu'en Seine-Maritime d'ailleurs, mais donc on le voit assez bien dans la boucle du Vaudreuil, avec des amphores qui viennent du monde italique, clairement, dès le 1er siècle, dès le courant du 1er siècle avant notre ère. Donc on a déjà cette insertion à ce que, je reviens à Braudel, ce qu'il pouvait appeler une économie monde, qui était l'économie monde du monde antique, qui vient jusqu'à chez nous, dès cette époque-là, et puis qu'on va voir bien sûr se développer pendant la période gallo-romaine avec une mode de gestion du territoire qui va être différent,
avec les systèmes politiques qui vont se mettre en place après la guerre des Gaules et après la conquête des Gaules par Rome. Ça c'est clair, une évolution très nette. Et puis peu à peu, on va voir apparaître les nouvelles constructions, les nouvelles techniques de construction, les nouvelles techniques de gestion du sol, une réduction du nombre des occupations, des implantations agricoles. Par exemple, cette grosse ferme dont je parlais à Val-de-Reuil, c'est l'une des rares que l'on connaisse dans la plaine du Vaudreuil. Aujourd'hui, on en a fouillé une deuxième au sud de Val-de-Reuil, aussi sur un contexte de carrière, mais on n'a plus ce mitage, ce petit parsemé de petites fermes gauloises. On a peut-être 3-4 gros fermes. Alors, on a très vite tendance à penser qu'il pourrait y avoir un phénomène de concentration foncière, quelque chose comme ça. En tout cas, une réorganisation de la production agricole qui se fait au cours du 1er siècle de notre ère, clairement, et qui va se stabiliser, on va dire, vers les années 90, 110 de notre ère, 120 de notre ère, avec là une vraie économie qui fonctionne très bien. Le plus bel exemple en est à Aubevoie, avec une villa monumentale qu'on appelle Palais, tellement le vestige est important, puisque c'est un bâtiment avec des péristyles qui est une copie de ce qu'on pourrait voir dans le monde pompéien. On est vraiment dans le monde romain, là, avec un édifice qui est unique pour la région, et même au-delà de la région, qui est plus qu'une villa, oui, qui est un palais, et qui occupe une surface de territoire très très impressionnante. Un bâtiment qui fait 160 mètres de façade, voilà, quelque chose de très très spectaculaire. Autre secteur qu'il faut évoquer dans la confluence, puisqu'on est à la période antique, on est bien obligé de parler de Pitre. Alors Pitre, c'est un vaste problème, puisque c'est une vieille fouille dans la région, sur une carrière, avait livré un cimetière, dans lequel il y avait des vestiges particulièrement remarquables, puisqu'on avait des objets du genre des épées ployées, des fragments de casques, des céramiques qui viennent du sud de la France, des choses très spectaculaires, et qui correspondaient à une occupation donc, funéraire, qui démarre dans la période gauloise et qui allait jusqu'à la fin de l'Empire romain. Quelque chose qui pouvait s'étendre globalement du 3e siècle avant notre ère jusqu'au 5e siècle de notre ère, au moins 4e siècle de notre ère. Seulement, on avait très peu de connaissances sur l'occupation humaine, habitat. Or, s'il y a des morts, il y a de l'habitat pas loin. Donc, on a quelques informations sous le village de Pitre, des vestiges maintenant, qui sont maintenant beaucoup mieux documentés, et on peut parler du village de Pitre comme d'une agglomération antique. Et les études nous amènent à proposer, peut-être, on est encore à l'étape de la suggestion, que ce Pitre aujourd'hui serait le Petromentalum qui est cité sur l'itinéraire, la carte, la table de Pottinger, qui est cette carte des voies antiques qui a été écrite au Moyen-Âge, et pourrait être donc cette ville de Pitre qui est une véritable cité, une véritable ville avant l'heure, dans la plaine, qui serait installée là, peut-être au IIIe siècle avant notre ère, cité dont l'une des hypothèses serait qu'elle répondrait à un site de hauteur, comme on a souvent le cas, une ville en plaine et un site de hauteur pas loin, qui répondrait à l'oppidum d'Orival, qui n'est pas très loin, donc qui est de l'autre côté de la Seine, au niveau d'Elbeuf, et qui correspondrait donc à une occupation antique dans la vallée, dont on voit l'extension, d'ailleurs, un petit peu en rive nord de la Seine, avec une fouille qui a été faite à Alizay par Claire Berion également, tout près de la limite d'Igoville d'ailleurs, il y a quelques années, où on a une autre occupation avec des systèmes d'enclos qui couvrent toute la période antique. Donc voilà, le nord de la boucle du Vaudreuil, le côté Andelle, est marqué par cette occupation antique qu'il faut appeler agglomération antique de Pitre. On ne sait pas vraiment, c'est une hypothèse qui a été mise en place par rapport à d'autres vallées que la Seine, en particulier par rapport à la vallée de l'Aisne, où on a souvent ce jumelage entre deux sites, deux implantations, une occupation de plaine assez ouverte mais assez dense, une ville, et puis une occupation de hauteur, qu'on dit fortifiée, mais le mot est peut-être pas fortifié, le mot est plutôt cloisonné, espace fermé qui peut être aussi bien pour regrouper les populations ou pour regrouper le bétail par exemple. Les vocations de ces espaces-là ne sont pas forcément très bien définies, ce qu'on appelle oppidum, et très souvent on a ce système de double
occupations. On a le cas sur Soissons et Pommiers, par exemple, qui est phénomène. On a le cas à Villeneuve-Saint-Germain, à côté de Soissons. Voilà, ce phénomène de l'oppidum. Alors on pourrait dire qu'on a un oppidum de hauteur à Orival et on a son équivalent oppidum de plaine à Pitre. Mais je préfère parler d'agglomération qui est peut-être plus adaptée en l'occurrence. Aujourd'hui, on peut se poser la question de pourquoi la commune de Pitre est devenue un petit village qui ne témoigne pas du tout entre guillemets, d'une agglomération antique importante. Il y a quelques pistes de recherche qui évoquent ce point-là. La première peut être liée au système de réseau de communication. La voie romaine importante, qu'on appelle en plaisantant la VR1, voie romaine 1, en fait qu'on appelle souvent chaussée Jules César, qui relie Paris à Rouen et à Lillebonne, en passant par Caudebec-en-Caux. Cette voie traverse la vallée de l'Andelle, très en amont de Pitre. Donc Pitre fait un point un peu délaissé par rapport à cette voie. Deuxième chose, avec la période antique, d'autres sites deviennent plus importants que cette espèce de regroupement d'habitats qui pouvait exister, même s'il est important. Je parlais tout à l'heure de la grosse villa qui a été fouillée aux Errants à Val-de-Reuil, la grosse villa qui existe Quasi-Palais, donc à Aubevoie. Sans doute il en existait d'autres importantes, et puis peut-être l'apparition d'autres agglomérations. Il y a une occupation antique à Louviers, ou du moins dans la partie sud de la ville de Louviers, qui a une origine dès le 1er siècle de notre ère, qui a pu prendre la place, puisqu'elle était peut-être sur un autre axe de communication nord-sud, qui était la vallée de l'Eure, et qui est aussi un axe important entre les Durocasse au sud et les populations de la vallée de la Seine, qui pourrait expliquer le côté, l'abandon de Pitre. Même si à Pitre, il y a ce qu'on appelle sans doute un portus, c'est-à-dire un accès au fleuve et une circulation qui se fait par l'eau. Mais voilà, l'autre hypothèse qu'il y a, elle peut être liée aussi au milieu, variation du niveau humide. Le niveau de la Seine n'a pas toujours été le même, le niveau des rivières n'a pas toujours été le même, il peut y avoir eu des variations et des accessibilités au milieu qui pouvaient être différentes. Et puis, il y a une autre hypothèse, c'est aussi la création de Rouen. Puisque au moment où Pitre est une agglomération antique, Rouen n'existe pas. Rouen n'est qu'un lieu, une plaine inondable, avec quelques fermes gauloises installées sur les versants et sur les plateaux. Et puis, on sait que au tout début de notre ère, on a par exemple sur les fouilles qui ont été réalisées sur le métro de Rouen, un morceau de bois qui a participé à la construction d'un puits, qui est un fragment du puits sur les quais de Rouen, qui est daté, je crois, de l'année 4 de notre ère. Mais c'est les premières occupations connues sur Rouen. Donc la ville se développe essentiellement dans cette période dite du tout début du Haut Empire précoce, sans doute au détriment des autres lieux possibles d'occupation. Donc, encore une fois, on en revient à un des moteurs de l'évolution paysagère, qui est l'économie. C'est sans doute un développement économique au désavantage de Pitre, qui a fait que la boucle du Vaudreuil, qui était un lieu de très très grande occupation depuis la préhistoire, qui était même sans doute un des lieux majeurs de l'occupation humaine dans la région, est devenu un terrain globalement pas vide, mais beaucoup moins intéressant et beaucoup moins occupé pendant ce qu'on appelle par exemple le Haut Moyen-Âge, pendant les périodes du début du Moyen-Âge, de la fin de l'Empire romain, ce qui explique aussi sans doute le déclin de Pitre. On va parler un peu de Moyen-Âge. Le vrai centre aujourd'hui de l'agglomération, un centre urbain, reste quand même Louviers. Alors cette ville de Louviers, on ne connaît pas vraiment son origine. On connaît la présence d'une occupation gallo-romaine sur quelques hectares au sud de la ville. On connaît la présence plus ancienne d'occupation sur les versants de la côte de la Justice, donc au sud de Louviers, sur cette butte qui est au sud de Louviers, où il y a une occupation dès l'âge du bronze qui est présente là. Donc dès, on va dire, dès moins 1500 avant notre ère, il y a des populations humaines là. Mais en fait, le vrai développement va être quand même essentiellement pendant le Moyen-Âge, en particulier pendant le Haut Moyen-Âge, puisqu'on a eu la chance, il y a quelques années à Louviers, avant que je m'occupe du territoire, d'avoir une fouille en pleine ville avec un cimetière du Haut Moyen-Âge qui a été fouillé quasi intégralement par
Frédéric Jiménez et Florence Carré ici, et qui ont donné une bonne information sur ce qu'était la population globalement au 7e, 8e siècle, 9e siècle de notre ère, sur ce qui était en train de devenir la ville de Louviers. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire médiévale de Louviers, d'abord parce que c'est moins mon domaine de connaissance, mais il y a deux faits qu'il faut marquer par rapport au Moyen-Âge sur le secteur de Louviers, Vaudreuil, sur le Vaudreuil et Louviers. C'est deux éléments importants. D'abord, Louviers était une ville fortifiée. On a tendance à l'oublier. On a eu l'occasion à plusieurs reprises, il y a très peu de temps, sur un projet d'aménagement, de retrouver des vestiges de l'enceinte urbaine, en très mauvais état, parce qu'elle a été totalement démontée entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Mais il y avait une enceinte urbaine avec des murs qui fermaient la ville, l'eau passait dans la ville, enfin voilà, il y avait un système vraiment d'une ville forte, comme on pouvait le voir d'ailleurs aussi à Évreux, à Pont-de-l'Arche, on a d'autres exemples à proximité. Hein. Et puis, on a un site très particulier qu'on appelle l'île Lhomme, qui est aujourd'hui le territoire essentiellement du golfe du Vaudreuil, en grande partie, mais pas que le golfe, mais voilà, cette île Lhomme qui est entre deux bras de la rivière d'Eure, qui était en fait un château royal, et ça on a tendance à l'ignorer. Les rois de France avaient leur propriété dans notre secteur, sur cette île, avec un château, dont certains éléments ont été fouillés, enfin vus à la fouille, au diagnostic, puis une partie réellement fouillée par Nicolas Roudier de l'INRAP, dans le cadre des projets d'aménagement successifs sur l'emprise du golfe. On a eu un travail suivi d'ailleurs avec les propriétaires et aménageurs de ce terrain, avec qui on a une bonne relation et une bonne réflexion sur la façon d'aménager ce secteur sans porter atteinte, ou du moins en portant atteinte le moins possible aux vestiges, puisque les vestiges du château sont toujours là. Sur cette île Lhomme au Vaudreuil, il faut imaginer qu'il y a eu aussi une succession de châteaux. Il y a plusieurs châteaux, les uns après les autres. C'est peut-être une des choses les plus étonnantes d'ailleurs, puisque moi je suis très sensible à la façon dont on utilise les zones humides. Et là, on a un château qui est aménagé avec l'eau. Alors c'est pas Zéle Rideau, hein, ni Chenonceau, mais on n'est pas si loin que ça en fait. Avec un réaménagement au XVe siècle d'un château qui va tenir compte des berges de rivière pour aménager son jardin, avec des plateformes, dont on a des plans anciens d'ailleurs, on a encore quelques éléments graphiques, et c'est très très chouette. Enfin, moi j'ai trouvé ça très agréable de pouvoir faire le lien entre des plans qui existent sur le secteur, des plans du XVIIe qui existent, et des vestiges archéologiques qu'on a trouvé, de faire le lien entre des éléments de château du XIIIe siècle avec son évolution jusqu'à aujourd'hui. Un lieu de pouvoir, aujourd'hui le pouvoir c'est un terrain de golf. Donc voilà, c'est un truc auquel j'ai toujours été un peu sensible, là, ce lien. Et puis il y a le côté aménagement aussi, utilisation des milieux humides. Les milieux humides sur la commune du Vaudreuil. Il y a un aménagement d'une zone humide qui a été fait dans cette commune. C'est assez significatif de l'importance que devaient refléter ces zones humides dans la vallée. Je pense que les populations de la vallée, les populations de la Case aujourd'hui qui habitent dans la vallée doivent être conscientes qu'il y a toujours eu une relation forte entre les populations et l'eau. L'Eure était navigable. N'oublions pas qu'on pouvait remonter à Évreux avec des petites barcasses, certes, certainement pas avec des gros bateaux, mais voilà, on pouvait remonter à Aquigny et sans doute en amont, peut-être jusqu'à Ivry-la-Bataille, ça dépendra peut-être du débit, mais on pouvait circuler et il y avait des zones humides partout. Et puis on pouvait remonter par Liton, faire remonter des choses par l'eau, ou faire descendre des choses portées par l'eau. Sûrement pas des gros bateaux, ça c'est sûr, hein, mais une petite barque pouvait tout à fait circuler. Aujourd'hui on fait du kayak. C'est quelque chose qu'il faut être... voilà, on lit à l'actuel les vestiges du passé, là. C'est important de se rendre compte que cette zone humide, il ne faut pas lui tourner le dos. Et souvent on tourne le dos, on a tourné le dos à nos zones inondables, c'est des zones à moustiques, c'est pas pratique, etc. Et en fait, ça peut être tout le contraire, ça peut être des zones extrêmement agréables, ça peut être des zones praticables, fréquentables, comme elles l'étaient fréquentées, et il y avait aussi des moustiques pendant l'Antiquité. On n'a pas grand-chose sur Pont-de-l'Arche. Hein.
Pour le moment, on a fait flop dans les opérations de diagnostic qu'on a fait. On a très peu d'aménagement. Il y a eu des travaux réalisés. Il y a eu quelques interventions faites sur Pont de l'Arche par Dominique Pitt, un de mes collègues aujourd'hui bien heureux retraité, qui a fait quelques interventions sur les fortifications et sur l'extension de la maison de retraite, de l'hôpital rural qui existait à l'intérieur des murs, puisque là, l'hôpital était dans la ville. Mais en fait, la ville de Pont de l'Arche a ce site particulier qu'elle a gardé son cachet. On a fait par exemple une intervention là sur un aménagement qui est sur la porte sud de la ville médiévale, juste à l'extérieur des murs. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des remblais de la période contemporaine qui ont été ramenés pour combler les fossés médiévaux qui sont là. Donc l'apport archéologique, il est quasi nul, si ce n'est qu'on sait que les fossés médiévaux autour de la ville ont été comblés, mais qu'ils sont toujours là. Et l'intérieur de la ville, quand on se promène dans Pont de l'Arche, on a tendance à pas forcément y penser, mais la plupart des maisons, peut-être pas exactement telles qu'elles sont là, mais la plupart des maisons sont là depuis le XVe siècle. Dans cet état-là, où à la place de ce qu'il y avait, mais la morphologie de la ville a très peu changé à l'intérieur des murs. Et ce qui fait que, je pense que d'ailleurs les habitants de Pont de l'Arche, ils sont très attachés à ce côté ville médiévale intérieur de la ville, et ils l'ont gardé. Le fameux Pont de l'Arche. Alors on peut en parler de deux façons. Je parlais tout à l'heure j'ai évoqué les fouilles d'Alizay, et dans l'angle du gros chantier de fouilles d'Alizay, l'angle sud-ouest, il y avait ce petit vestige que l'on connaît bien par des fouilles anciennes, enfin des interventions anciennes dans les années 70-80, sur un espèce de fortin qui serait installé par Charles le Chauve pour lutter contre les invasions vikings, qui correspond à la fameuse installation du premier pont sur la Seine à Pont de l'Arche. Donc ce petit fortin, on en a trouvé des éléments fortifiés, hein, on en connaît les systèmes à double et triple fossés qui étaient en partie dans la carrière, qui a été fouillé. On ne connaît pas l'autre côté, à côté Seine, c'était un fortin avec une tour dans lequel on passait pour contrôler l'accès à la ville de Pont de l'Arche, et qui devait être surtout un barrage à la Seine. L'anecdote, d'ailleurs, ça m'a toujours fait rire, c'est que le château, la fortification d'Igoville, Pont de l'Arche, rive nord en fait, qui était montée par Charles le Chauve pour protéger la ville de Paris contre les invasions vikings, avait une garnison personnelle tellement faible et, paraît-il, n'a jamais été finie, à tel point que c'est les Normands, quand ils sont arrivés, les Vikings, quand ils sont arrivés, ils s'y sont installés pour contrôler à leur tour. Bon, voilà, c'est plus de l'anecdote qu'autre chose, ça s'est sûrement pas passé comme ça, mais c'est le premier pont qui a été installé à cette occasion-là. Deux informations archéologiques que l'on va avoir. La première, dans le cadre des fouilles d'Alizay, un petit cimetière du Moyen-Âge, à proximité de la zone, qui pourrait correspondre à des vestiges de population qui étaient présents au moment de la construction du fortin. C'est une hypothèse. Et puis la deuxième chose, c'est dans le cadre de l'aménagement de la halte fluviale qui est envisagée par la Case et la commune de Pont de l'Arche sur la Seine, eh bien l'aménagement doit se faire à l'emplacement même où se trouvait la culée sud de l'ancien pont, qui accédait directement à la ville, donc sur l'axe principal de la ville, qui est déporté d'une soixantaine de mètres, 80 mètres à peu près, vers l'ouest par rapport au pont actuel. Et donc il va y avoir une opération d'archéologie subaquatique. Là, il va falloir faire intervenir des archéologues dans la Seine, puisqu'il pourrait très bien y avoir, dans les envasements du pied de berge de Seine, là où il va y avoir la halte fluviale à implanter, des vestiges du pont initial. Pont présent depuis la fin du premier millénaire. Des vestiges qui ont donc globalement 1200 ans s'ils sont là. On va voir ce que ça donne au niveau de l'intervention qui n'est pas encore programmée. Alors, faire de l'archéologie subaquatique dans la région, c'est très compliqué. La Seine est sans doute l'un des endroits les plus maudits par mes collègues qui font de la plongée, la direction des recherches subaquatiques qui est basée à Marseille. Un de mes collègues est venu plonger en Seine il y a quelques années à ma demande et m'a dit plus jamais ça. Mais il est revenu quand même. Mais voilà, c'est vraiment des conditions très particulières. La Seine, c'est au moins 3 personnes par plongeur. D'abord, il y a du débit.
c'est pas les 5-6 mètres cubes de seconde de Lyton à Évreux. La Seine, ça charrie des gros volumes, donc il faut quelqu'un en amont pour repérer s'il y a des objets qui peuvent arriver. Le plongeur, quand il étend la main, il ne voit pas sa main dans la Seine, hein. Et puis, il faut quelqu'un sur le bord pour repérer toute... donc c'est très très compliqué. Au niveau sécurité, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus désagréable, même à Pont de l'Arche. Il y a beaucoup de turbidité. Et puis on a un désavantage, c'est que l'eau est froide. Donc voilà, les plongeurs... Mais on va avoir des opérations de plongée, mais non, c'est très très rare quand même. Et puis il faut penser que par rapport à d'autres fleuves, par rapport à d'autres secteurs dans les eaux intérieures, hein, ce qu'on appelle les eaux intérieures, le fleuve Seine a été dragué, a été très aménagé. Et donc les zones qui sont encore en place dans le cours du fleuve sont extrêmement rares. Par rapport à l'histoire de l'environnement, c'est l'évolution actuelle du milieu. Si on se replace dans la longue durée sur l'ensemble du territoire de la Case, on a un territoire qui est globalement très vert, très boisé, qui n'est pas le territoire du passé. On a souvent tendance à se dire faut faire du végétal, faut mettre du végétal, des arbres, etc. Mais on a un territoire du passé qui était peut-être beaucoup plus ouvert que celui d'aujourd'hui. C'est des questions qu'on peut vraiment se poser. Le côté c'était mieux hier, il y a des secteurs sur lesquels j'en suis pas sûr, la boucle du Vaudreuil en est un. La forêt de bord n'est pas une forêt préhistorique, il y a longtemps que la forêt préhistorique, la forêt primaire a disparu de France. Il faut imaginer que ces zones-là étaient peut-être des friches, des landes, des systèmes des zones d'ajoncs et des zones ouvertes, peut-être des prairies, puisqu'on sait maintenant par une des fouilles qui a été faite par Jérôme Spicer sur la villa du Grésil à Aurival, on sait qu'il y a un système d'élevage important et fabrication de fromage dès l'Antiquité. On avait un milieu qui était complètement différent. Faut imaginer, je parlais d'Alizay également, la boucle, le secteur d'Alizay, on a pu relever que tout le secteur de la plaine, qui est aujourd'hui en carrière, a été boisé, on va dire il y a 8000 ans, était totalement boisé. Mais on a surtout trouvé tous les chablis de ces arbres, c'est-à-dire les trous qui ont été faits quand l'arbre a basculé. On a même les arbres basculés par endroits, le bois conservé des arbres basculés qu'on a retrouvé dans les argiles organiques. Faut imaginer cette plaine comme un vaste champ de bataille avec des arbres. À chaque tempête, il en tombait, puis l'homme devait aider un peu par moment. Mais voilà, on imagine, on a toujours tendance à vouloir des terrains organisés propres, mais la nature n'est pas quelque chose forcément de très propre et de très linéaire et d'organisé. Et ça, c'est quelque chose, ça fait partie du message que j'essaye toujours de passer. L'environnement, la nature, les outils par lesquels on comprend la nature nous donnent qu'une vision très partielle, et on est souvent surpris par la restitution qu'on peut en faire aujourd'hui. Et le meilleur exemple en est la zone humide et ses chenalisations. Aujourd'hui, à Louviers ont été construits successivement une piscine et une patinoire dans les anciennes zones humides. Hein, on est dans le limageur de l'Eure. Et bien on a vu que ces espaces-là, pendant l'Antiquité, où le climat était plus sec, étaient cultivés. On est dans des espaces agricoles, on a des fossettes parcellaires, où on a des éléments de témoignage clairement de zones qui étaient des zones agricoles et qui sont devenues des zones ensuite inondables et industrielles. Voilà, l'histoire d'un territoire résumée en quelques mots, c'est un peu déroutant, et aujourd'hui on y voit des aménagements de loisirs qui vont être cernés d'espaces, on va dire ludiques, paysagers, on va dire que c'est des espaces naturels qui n'ont jamais été.